Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo update lecture du mois de septembre. Et j'ai pas mal lu, j'ai lu 9 livres et 2 mangas, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. D'ailleurs, on va commencer par les mangas. J'en ai lu 3, my bad. Donc, ce sont les tomes 5, 6 et 7 de Criminal Fiançailles que j'ai lu en scan. Donc, les tomes 5 et 6 étaient vraiment super bien, on avançait dans l'intrigue. Même si le 5 n'était pas mon préféré des 3 que j'ai lu, parce que j'étais un petit peu perdue, ça faisait longtemps que j'avais pas lu en scan. Mais le 7 était vraiment très très bien. C'est vraiment une histoire que j'adore, où on va suivre notre protagoniste féminine qui s'appelle Yoshino, je crois, qui va se retrouver à avoir un petit ami de force qui est Kirishima. Et en fait, Kirishima est un homme de main d'une mafia, et Yoshino est elle une petite fille d'un yakuza. Bref, du coup, on peut se douter que le petit milieu dans lequel ils évoluent n'est pas des plus fun, mais Kirishima va essayer d'avoir le cœur de Yoshino, enfin bref. Il y a plein de petites histoires comme ça, c'est un manga très très cool avec un style graphique très particulier mais que j'aime beaucoup et qui donne vraiment son authenticité, son originalité en fait au manga, et je vous le recommande, il est très fun. Voilà, c'était juste une petite aparté manga assez rapide, pas trop vous en dire parce que c'est des suites de séries et ça fait depuis fin août je crois que je les ai lus en fait ceux-là. Donc maintenant on va pouvoir passer au roman et on en a 9, du coup on en a pas mal, avec un mois de lecture mais vraiment génial. Genre franchement, c'était des lectures mais pépites. Pour parler de pépites, on a Absolu de Margot Dessen, donc le tome 1, Les Mobilisés, publié aux éditions Big Bang, et là j'ai une petite édition collector, n'est-ce pas, un petit toc toc. Et ça, un 20 sur 20, un gros coup de cœur si vous aimez les dystopies comme à l'époque d'Hunger Games, etc. Il faut lire. Dans cette histoire, on va suivre plein de personnages, mais au début, on va surtout suivre Prime et Johanna, qui depuis l'enfance sont meilleures amies et ont grandi dans un institut, voilà, pour devenir, faire divers métiers, quoi. Et ils font partie de l'élite, parce que c'est les meilleurs dans leur institut, quoi. Jusqu'au jour où ils vont être sélectionnés pour être des mobilisés pour aller dans la zone. Donc la zone, qu'est-ce que c'est? C'est l'ancienne Varsovie qui est tombée en ruine et qui a été abandonnée à son sort entre quatre murs, parce qu'il y a la chose qui est, une chose justement, dont on ne sait pas ce que c'est, qu'il faut éliminer. Et chaque année, on a 100 mobilisés qui sont envoyés dans la zone. Donc cette fois-ci, Prime et Johanna en font partie. C'est pas si simple que ça va être compliqué de survivre là-dedans. Ils vont se trouver des alliés mais aussi des ennemis, et on a plein de points de vue. J'avais entendu déjà des avis par rapport au point de vue, mais sachez qu'on ne s'y perd pas du tout, que chaque personnage a un petit peu son truc à lui, ce qui fait qu'on le reconnaît et qu'on s'attache. Et Margot Dessen, en fait, elle n'a pas peur. Elle a pas peur de nous briser le cœur, elle a pas peur de faire des choix scénaristiques vraiment très affirmés. Non, franchement, quelle incroyabilité. Et je suis en train de lire le tome 2 actuellement, et je peux vous dire que ça vaut le coup. Donc voilà, pour tous mes petits nostalgiques des dystopies, absolu banger. Un autre banger d'un tout autre genre, c'est Campus Drivers, le tome 4, Love Machine, écrit par C.S. Quill et publié aux éditions Hugo Poche, pardon. Donc ça fait partie de la deuxième génération des Campus Drivers, où nos 4 compères principaux, n'est-ce pas, des 3 premiers tomes, s'allient à une application qui s'appelle Love Machine, et du coup ils recrutent aussi des nouveaux Campus Drivers, dont Raphaël. Raphaël, il a une petite particularité physique, c'est-à-dire qu'il s'est fait amputer de sa jambe. Outre ça, il déteste l'amour, donc pour lui, la collaboration avec la Love Machine, c'est ringard. De l'autre côté, on a Juliette, qui elle a pas mal de traumatismes, et elle va apprendre à essayer de remonter dans une voiture via la voiture de Raphaël et toutes ses campus drivers, quoi. Trop mignon, trop mignon. Déjà numéro 1, l'écriture de C.S. Quill, elle est toujours aussi addictive et surtout aussi drôle. Enfin, c'est de la meuf qui me fait vraiment rire premier degré quand je lis, c'est abusé. Et aussi, je pense que c'est mon tome préféré pour l'instant, j'ai pas encore lu le 5, et les 3 premiers étaient aussi très bien, donc il faut que je réfléchisse avec moi-même. Mais en tout cas, c'est un de mes tomes préférés parce que les deux personnages sont tellement relatable, et leur relation elle est tellement belle et elle se développe genre lentement. C'est vraiment un slow burn où ils deviennent petit à petit amis, puis ils se rendent compte qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Ça va, ça va faire des étincelles, enfin c'est incroyable. Leur personnalité match tellement bien, et ouais non, c'est vraiment, si vous doutiez au fait de lire les tomes 4 et 5, n'hésitez plus en fait. Ce mois-ci, j'ai aussi lu Love Theoretically de Ali Hazelwood, publié aux éditions Hauteville. Encore une fois, avec Ali Hazelwood, on a une petite rom-com dans le milieu scientifique. Cette fois-ci, on va suivre Ellie ou Elsie, qui fait du fake dating, donc qui se propose en tant que fausse petite amie pour des gens, parce qu'elle est vacataire en enseignement, mais elle voudrait se concentrer sur sa recherche en physique, sauf que c'est pas si simple. Du coup, pour gagner les fins de mois, elle fait du fake dating, notamment avec George, qui est un mec très sympa, sauf que le frère de George, Jack, se retrouve être un des recruteurs de Elsie pour un poste qu'elle convoite au MIT. Donc comment vous dire que ça va pas se passer très bien. Jack, il a l'air de pas la sentir, Elsie, au secours. Comme d'habitude avec Ali Hazelwood, on a une petite romance très mignonne, saupoudrée de thématiques importantes du monde de la science. Donc là notamment la difficulté de trouver un vrai emploi dans la recherche après sa thèse, le salaire des vacataires, etc., de qui on est entouré, d'un vrai débat entre les théoriciens et
et les expérimentalistes pardon dans la physique. Donc tout ça c'est toujours très très bien. Et même la romance elle est toujours très très bien. Mais le truc avec Ali Hazelwood c'est que les schémas narratifs sont quand même un peu répétitifs. Une fois de plus c'est un genre de enemies to lovers où l'homme tombe amoureux en premier et plus fort. Et même si Elsie et Jack aussi ont chacun leurs problèmes et des choses différentes par rapport aux autres livres. Par exemple Elsie est une véritable people pleaser. D'ailleurs c'était très mignon parce que elle montre enfin son vrai elle avec Jack. Là on a toujours le même schéma narratif. Donc il était quand même très bien. Je lui ai quand même mis 19 sur 20 parce que Ali Hazelwood reste l'une de mes autrices préférées. Mais j'avoue reconnaître que ça se ressemble. C'est pas une raison pour ne pas le lire d'ailleurs. J'ai aussi lu Akotar le tome 3, c'est-à-dire Un palais de cendres et de ruines par Sarah Dimas, aux éditions La Martinière Fiction, qui est une big pavasse de 700 pages. Le livre est lourd, le livre est écrit petit et le livre est dense. Donc Akotar à la base, c'est une réécriture de La Belle et la Bête où Feyre va tuer un loup pendant une nuit, pendant qu'elle chasse pour sa famille. Sauf que ce loup c'était pas n'importe qui, c'était en fait un faé. Donc Feyre se trouve transférée au royaume des Fae, donc notamment sous la garde de Tamlin, et il va se passer plein de choses, bliblablou. Je pense que vous connaissez tous Akotar, une romantique très 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 célèbre. Et là j'ai enfin lu le tome 3 qui était très très cool. Je lui ai mis 18 sur 20, donc pour l'instant c'est pas mon préféré, mais il est nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait il est long, et il est vraiment long à lire, tu vois, parce que c'est assez dense, c'est une période de guerre, donc forcément c'est pas les moments que je préfère, mais comme je dis c'était nécessaire pour le développement du monde, des relations entre les personnages, comprendre mieux les politiques, les enjeux, etc. Mais c'est vrai que c'était un petit peu lourd à lire et pas mon préféré, mais j'ai quand même beaucoup aimé en fait. Et ce que je préfère vraiment dans cette série, c'est la fin de Family en fait. Tout le développement des relations entre les personnages, c'est tellement mignon. Donc j'ai hâte de lire la suite. C'est bien, c'est que ça se finit et tu vois, je ne crave pas en fait de lire la suite. Genre là, je peux attendre un petit peu. Je pense que je vais lire le tome 3.5 aux alentours de Noël parce que je crois que ça se passe à ce moment-là. En tout cas, Akotar, si vous n'avez pas encore sombré dans cette trend, je pense que vous pouvez y aller et franchement, je pense que ça mérite sa hype parce que c'est vraiment aussi bien qu'on le dit. Et l'écriture de Sarah Dimas est vraiment très très cool. J'ai très hâte de lire Keleana quand il sera republié sous le titre Throne of Glass. Et Crescent City, je pense que c'est pas pour maintenant, mais en tout cas, Akotar, romantisé sûr. Ok, dernier livre que j'ai en physique, c'est une dark romance, donc attention public averti. Il s'agit de Le Serpent et la Nulle, écrit par Marina ML et publié aux éditions Plume du Web. Dans cette histoire, on va suivre une mafia romance avec Camilla qui vit dans des favelas et elle a toujours détesté le milieu de la mafia et des cartels, mais son petit frère en fait est embrigadé là-dedans et un jour pour le sauver, elle n'a pas d'autre choix que de devenir une mule, c'est-à-dire qu'elle va transporter de la drogue et du coup elle va être vraiment plongée au cœur du cartel. Le cartel de Pedro, qui est également surnommé Serpent parce que voilà, il est vraiment vicieux, il a vraiment une réputation très mauvaise. Sauf que l'attirance entre ces deux-là est indéniable. Et donc on va avoir une petite romance saupoudrée de mafia, de problèmes de ce genre. J'ai franchement adoré. Je lui ai mis 20 sur 20, c'est une très bonne romance. Et malgré que ben voilà, il faut rester averti parce qu'il y a des sujets sombres, genre torture et tout, je trouve que la romance entre Camilla et Pedro n'est pas si toxique que ça. Enfin, il faut savoir que ça reste quand même dans l'univers des cartels, mais entre eux, genre Pedro n'est pas un sombre connard avec Camilla, il y a un vrai respect du consentement, etc. Il cherche vraiment à la protéger, notamment d'un autre mec, voilà. Camilla, quant à elle, elle a aussi ses petits traumas, des petits trucs qu'elle cache, et leur relation à tous les deux, c'était trop mignon de voir qu'ils s'ouvraient l'un à l'autre. Le développement de la relation était cool. Et même, genre, l'écriture de Marina, j'étais vraiment choquée parce que ça se lisait vraiment bien, et qu'on avait envie de savoir la suite, et que j'ai pas vu toutes les pages défiler. Donc je me tiendrai au courant de ce que cette autrice va faire prochainement, parce que vraiment, c'est trop cool. Donc attention quand même, checkez les trigger warnings, mais si vous aimez les dark romances, c'est très cool, et je pense que pour commencer la dark, si vous êtes prêts, ça peut être une bonne entrée dedans. D'ailleurs, comme d'hab, conseillez-moi des mafia romances, parce que vous savez que j'adore ça. Ok, on va passer au livre que j'ai lu parce que j'ai emprunté de la bibliothèque. Parmi ceux-là, il y en a deux dont j'ai déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos, juste ici, donc qui était où je lisais 3 romans iPad du BookTok. Pour continuer dans la dark romance, mafia romance, on a Lakestone, donc écrit par Sarah Rivens, publié aux éditions BMR. J'ai mis 18 sur 20, plutôt un 17,5 je pense avec le recul. C'était surprenamment très bien, assez bien écrit, j'ai aimé Kyle Exton, parce que voilà, les mecs dark, etc., il m'en faut pas plus. Iris, cependant, m'a un petit peu saoulée, je l'ai trouvé un petit peu pick-me sur certains points, mais bon, je m'en doutais. Par contre, en personnage secondaire, j'ai adoré Jacob. Et même si le livre est une énorme pavasse de plus de 800 pages, je dois bien avouer quand même que ça se lisait vite, et que même si certains rebondissements étaient un petit peu dignes de Wattpad, bah c'était cool en fait. J'ai beaucoup apprécié et j'ai pas vu le temps passer parce que j'ai aimé. Et j'ai hâte de lire la suite. Enfin, j'attendrai que ma bibliothèque l'ait bien sûr, parce que la fin se finit sur un cliffhanger. Voilà, soyez prévenus. Et faites attention aux spoils sur TikTok parce que j'ai été spoilée. Désolée si les caméras bougeaient, je vais maintenant parler de Inheritance Game, le tome 1, écrit par Jennifer Lynn Barnes et publié chez
PKJ je crois. Donc encore une fois ce livre j'en ai parlé dans ma vidéo, mais on va suivre Avery qui est une lycéenne qui vit une existence un petit peu misérable parce que elle est pauvre en fait. Jusqu'au jour où elle reçoit un mystérieux héritage d'un mystérieux monsieur Hawthorne qui est vraiment milliardaire. La seule condition c'est qu'elle aille vivre dans son manoir pendant un an, sauf que dans son manoir il y a toute une famille, dont 4 petits-fils, qui voulaient l'héritage mais qui ont été déshérités en fait. Et du coup ça va être un peu compliqué pour elle. Il va avoir pas mal d'énigmes, etc. Et c'était trop cool. J'ai mis 19, 25 ou 19,5, je ne sais plus, à ce livre qui était vraiment assez palpitant. C'est un très bon young adulte, les enquêtes sont assez passionnantes, sont très bien écrites, genre vraiment c'était très fluide, on avait envie de savoir la suite. Moi je tournais les pages comme ça, j'étais comme OMG. Vrai point positif, c'est que malgré le fait qu'on ait 4 petits-fils, donc on pourrait se dire ribambelle de romance, ça va être gênant. Non, même si les relations commencent à se développer et qu'on peut voir tendre une potentielle future romance pour les tomes suivants, dans ce tome-là c'est vraiment l'enquête qui prime, la découverte du manoir et tout et tout. Donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé, alors même que j'adore la romance, tu vois. Là, je pense que ça aurait été un peu un cheveu sur la soupe. Mais j'ai hâte de voir dans les tomes suivants comment ça va se développer. L'enquête était trop cool, donc si vous aimez les young adultes, allez-y. Dans la même veine de thriller young adulte, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Meurtre mode d'emploi, écrit par Holly Jackson, je crois, et publié aux éditions Casterman, je crois. Donc il y a une série dessus, je vous en ai fait une vidéo d'ailleurs que je vous mets ici. Le tome 1 raconte l'histoire de Pippa qui, pour son TPE, donc son projet de première ou de terminale, va essayer de résoudre une enquête. Parce que 5 ans plus tôt, Sal Sings a été jugé coupable du meurtre de Andy Bell, mais Pippa ne croit pas à ça. Elle pense que le coupable est toujours en liberté et du coup, elle va essayer de trouver qui est le vrai coupable. C'était assez sympa. Le tome 1, je lui ai mis 17, donc c'était clairement pas mon préféré, mais c'était bien fait. Le seul problème, c'est que c'était écrit à la 3e personne et que c'est vrai que j'ai un petit peu du mal avec ça, mais ça n'empêche pas que c'était très bien, qu'on avait des petites parties journal de bord qui rendaient vraiment le truc plus immersif, que la fin j'étais choquée. Et justement, la fin j'étais tellement choquée que je me suis dit que c'était assez peu plausible et un peu trop gros en fait. Après je m'y attendais pas et c'était quand même bien. Et la série aussi est très très bien. Donc franchement je vous le recommande, c'était hypé à l'époque et là ça a une hype grâce à la série. Donc je peux vous le conseiller en fait. Pour ce qui est du tome 2, j'ai beaucoup plus aimé parce que je lui ai mis 19. Et pareil on va toujours suivre Pippa. Donc c'est quelques semaines slash mois après la fin du tome 1 et la résolution de cette enquête. Pippa va malgré elle se retrouver dans la résolution d'une autre enquête de disparition qui se passe actuellement. Elle s'était promis de ne plus faire ça parce que ça lui avait engendré pas mal de problèmes, etc. Mais elle va retomber dans ses travers pour savoir ce qu'il en est de la disparition de Jamie, le grand frère de son ami. Et je ne sais pas exactement pourquoi j'ai plus aimé, parce qu'il y a toujours une écriture à la 3e personne. Cette fois-ci, on n'a pas de journaux de bord, mais on a des interviews, etc. Parce que Pippa a lancé son podcast Meurtre mode d'emploi. Et je sais pas si c'est l'ambiance du roman, l'enquête qui me passionnait plus, les personnages, le fait qu'on connaissait déjà Pippa, le retournement de situation que là j'ai trouvé plus plausible et que j'ai préféré. Je sais pas ce qui fait que j'ai préféré ce livre, mais en tout cas, si vous vous êtes arrêté au tome 1, lisez absolument le tome 2. Il est trop cool et j'espère qu'il sera aussi adapté en série, parce que franchement ça mérite. Et par contre ça me fait rire, c'est qu'à la fin du tome 2, ça dit que le tome 3 sera en 2022. En fait on est en fin 2024, il n'est toujours pas traduit. J'espère qu'il le sera bientôt. Mais franchement, Meurtre et Mode d'emploi, c'est des super thrillers young adultes. Si vous cherchez des trucs dans la même veine que ce qu'écrit Karen McManus, donc Kiman, etc., je pense que vous pouvez y aller. Perso, je préfère Karen McManus au niveau de son écriture, etc., mais j'ai adoré les meurtres mode d'emploi. Et du coup, voilà ce qui conclut cette vidéo update lecture du mois de septembre. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à me dire dans les commentaires quelle a été votre meilleure lecture du mois. N'oubliez pas de vous abonner aussi pour ne louper aucune de mes vidéos. Voilà, on fait du cosplay, de la lecture des mangas, de la K-pop, etc. Du coup, je vous dis à mercredi après-midi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous!